Près de 7 Français sur 10 ne connaissent pas leurs droits individuels. Les chiffres de 2018 donnés par le ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée européenne des droits en santé. Alors que faire, que réclamer, quoi dire, à qui après une erreur médicale parfois lourde de conséquences? Une émission en deux parties, du droit à la réclamation, au droit à l'indemnisation, avec notamment, vous l'entendrez tout à l'heure, le témoignage d'un marin-pêcheur dont la vie a basculé alors qu'il était hospitalisé pour une petite intervention. Il s'est retrouvé en réanimation. Il nous livrera son parcours semé d'embûches. Alors pour tenter d'y voir plus clair, tout d'abord dans nos droits à la réclamation, j'accueille en visio Nadine Joseph-Henry. Bonjour. Vous êtes juriste à la direction qualité et relations des usagers du centre hospitalier de Niort, et Patrick Charpentier, vous êtes président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine et président de la commission des usagers du CHU de Limoges. Bonjour à vous deux, vous nous entendez bien? Oui, bonjour. Parfait. Alors, on va démarrer tout de suite avec une question qui a été envoyée par une lectrice de Sud-Ouest. Nous avons reçu d'ailleurs pas mal de questions. J'en lirai quelques-unes pendant l'émission. Alors, il s'agit de Laura, qui est une Bordelaise, employée de bureau, et qui nous dit avoir rencontré un problème avec le personnel soignant. Elle demande ce qu'elle doit faire et où doit-elle s'adresser pour faire une réclamation. Madame Joseph-Henry, quel conseil donneriez-vous à Laura? Alors, si effectivement elle est toujours sur l'hôpital, autant qu'elle s'adresse au responsable directement du personnel soignant, qui est le cadre de santé. Il se trouve dans le même service. Alors, parfois, il peut y avoir plusieurs couloirs à gérer, mais il suffit de demander au personnel de pouvoir parler au cadre soignant et de s'adresser directement à lui pour régler le problème dès la base, ce qui est beaucoup D'accord, plus simple de vous expliquer. d'accord. Si elle Et est sortie, oui. si elle est sortie, il suffit qu'elle appelle le standard et le standard lui passera directement la direction des usagers de l'établissement. En préparant cette émission, Madame Joseph Henry, vous m'avez dit il y a vraiment quelque chose qui est très important dans la démarche. À un moment donné, il faut savoir oser dire. Et c'est Oui, finalement difficile. Quels sont les freins? les freins, je pense qu'il y a toujours une image impressionnante du corps médical. On sait que les patients vont s'adresser plus facilement aux soignants qu'aux médecins. Déjà, ça c'est une première chose qui est toujours restée. Mais après, il faut aussi passer le cap, ne pas faire de biais. Ça nous arrive d'avoir des appels de famille alors que le patient est dans son lit, alors que le patient pourrait directement s'adresser au personnel et faire valoir voilà, sa problématique, sa difficulté, pouvoir la résoudre immédiatement. Il ne le fait pas parce que finalement, on a un peu toujours en tête cette idée que le médecin est celui qui sait, et puis nous, on ne sait pas, on est patient, justement. Hein. Certains de ceux qui participent à cette émission me l'ont répété, patient, on patiente. Oui, sauf que les choses ont quand même largement changé. Les gens se renseignent. Tout le monde a vécu une expérience médicale. On n'est plus, on a toujours eu des contacts et tout le monde dans l'entourage en a eu. Donc, c'est des D'accord. choses qu'on sait, qu'on apprend. Et après, il faut effectivement apprendre à s'adresser et oser, en fait, tout simplement parler aux médecins, aux soignants et n'attendre que ça aussi, de pouvoir échanger. Et c'est toujours aussi un élément important, l'échange. C'est ce qui crée la relation de confiance. Alors, du côté du patient, je l'entends. Qu'en est-il du côté médical, justement? Est-ce que les médecins sont formés à mettre à l'aise, justement, préparer ce contexte qui va permettre aux patients de parler? Alors, effectivement, ils n'ont pas les mêmes formations que, par exemple, les avocats, les journalistes. Ils n'ont pas dans leur cursus de mise en scène, des choses comme ça. Ils le travaillent surtout lorsqu'ils sont internes, lorsqu'ils sont directement en stage sur les établissements. C'est travailler avec, du coup, le médecin senior. Mais ils sont en première ligne à ce moment-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui est un apprentissage plutôt expérientiel que théorique. On pourrait imaginer que, comme par exemple la prise en compte de la douleur a été ajoutée dans la formation initiale des médecins, on puisse aussi ajouter ça, justement, la faciliter l'échange, le dialogue, la communication. Alors, ça a déjà commencé à être amorcé. Il y a notamment ce qu'on appelle des patients enseignants qui peuvent intervenir au niveau des facultés de médecine pour justement apprendre à s'adresser aux patients, mais pas seulement s'adresser, c'est aussi pouvoir comprendre ce qu'il veut dire, ce qu'il ne le dit pas, et qui est un enjeu majeur dans la relation, dans son approche de l'acte médical.
Ouais, alors là, on entend que c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que s'il faut commencer à deviner ce que le patient voudrait dire mais ne peut pas dire et peut-être ne pense pas, enfin, ça devient complexe. En fait, voilà, tout est aussi une partie d'inconscient. Là encore, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une réclamation et la personne le dit clairement. Elle a rappelé des faits antérieurs. Et les gens sont toujours marqués par des éléments antérieurs qui se sont passés. Et ça peut leur donner aussi un a priori lorsqu'ils doivent revenir à l'hôpital, lorsqu'ils doivent se refaire soigner. Et ça peut aussi mettre euh, dans une situation de relation sur une défiance d'emblée et ne pas forcément se laisser aller, se laisser faire, et puis du coup avoir une résistance vis-à-vis du soin qui est proposé et du coup ça colle pas entre les deux côtés. C'est vraiment une relation. Hein. Patrick Charpentier, quand on est patient aujourd'hui à l'hôpital, est-ce qu'on a facilement accès à l'information sur ses droits? Alors moi, je rejoindrai ce qui a été dit dans la première intervention par Madame, c'est que je crois que toute situation aujourd'hui de nature à générer un inférent, une incompréhension, de quelque sorte que ce soit au niveau d'hôpital, du médico-social, doit faire dans un premier temps l'objet d'un dialogue très singulier avec un cadre de santé, avec la personne qui est concernée. Et je peux vous assurer que quand même dans cette dimension relationnelle, lorsqu'elle est forte et qu'elle est existante, avec les personnes en charge de la qualité, de la sécurité et la relation avec l'usager, on peut traiter des situations à l'amiable de façon très confortable. Ce n'est seulement que quand justement cette dimension n'existe pas ou n'a pas répondu aux attentes que la loi intervient et que automatiquement on a recours à la réclamation, mais encore faut-il que accompagner un représentant d'usager pour savoir aujourd'hui quel est le parcours de la réclamation et qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir faire qu'un directeur de l'établissement puisse la recevoir et la traiter. Voilà, on va maintenant s'attaquer justement au fonctionnement de ces commissions d'usagers, au rôle des représentants d'usagers. Nadine Joseph-Henry, quelles sont les missions des commissions d'usagers? C'est veiller au respect des droits du patient et aussi contribuer à une démarche de qualité au niveau de l'établissement par rapport à tout ce qui est prise en charge, pas juste la prise en charge technique, mais aussi tout ce qui est accueil, hein, tout ce qui est l'environnement global de la prise en charge du patient et de la famille aussi. D'accord. Qui fait partie de ces commissions? Alors, il y a forcément la direction des usagers, il y a des représentants d'usagers désignés par l'ARS, hein, ce n'est pas l'établissement qui choisit avec quelle association ils vont travailler. On a des médiateurs médecins et des médiateurs non médecins pour tout volet soignant ou des choses techniques ou administratives. Et puis, s'ajoute à ça des représentants d'instances hospitalières, comme le président de la commission médicale d'établissement, qui représente le corps médical, ou des représentants de la commission des soins infirmiers médico-techniques. Donc, ça permet de faire aussi le lien avec le reste des professionnels pour retravailler sur les situations et avancer dans une démarche d'amélioration. Patrick Charpentier, ces commissions, elles existent, il me semble, depuis 1996, c'est ça, vous avez un recul. Oui. Est-ce que ça fonctionne, là, maintenant, 25 ans plus tard? Est-ce qu'on peut se dire que vraiment, aujourd'hui, ben, disons qu'elles sont composées, on vient de l'entendre, hein, tout ça semble assez juste et équitable? Alors j'ai envie de dire qu'au niveau du sanitaire, on a appris en marchant, quoi, et on a fait évoluer également un petit peu, puisqu'il y a une obligation de rapport d'activité CDU, il y a une conférence sur la santé, donc on a fait évoluer. Si on prend simplement la place du représentant des usagers, il y a encore 6 ans de ça, ben, le président ne pouvait pas être un représentant des usagers. On a fait évoluer les dispositifs et aujourd'hui, un représentant des usagers, puisqu'il y a 2 titulaires, 2 suppléants, peut, dans l'installation de la commission d'usagers, se positionner pour briguer la présidence de la commission d'usagers. Je peux vous assurer qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous avons beaucoup de représentants d'usagers, alors d'associations agréées, c'est important de le préciser, Ouais, parce voilà, que donc ce sont des un membres représentant d'usagers d'associations agréées. agréé, Et alors, ils sont voilà. aussi formés à différents moments, justement, pour garantir les droits de ces patients plaignants. Alors, c'est incontournable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a en effet l'information, la communication. Il y a aujourd'hui des représentants d'usagers qui sont volontaires, qui sont motivés, qui sont disponibles.
Maintenant, je ne vois pas pourquoi la formation existe au niveau des professionnels et elle n'existerait pas au niveau des représentants des usagers. Et la Vous France dites à carrément, 60 aujourd'hui, vous les armez, hein, ces représentants d'usagers. oui, mais Parce je que crois qu'on est. Oui, 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 mais je pense qu'on a une formation, on a vraiment plusieurs formations qui sont aujourd'hui à disposition, chronologiques. Déjà, une première formation qui, et si je devenais représentant usager, parce qu'il ne faut pas s'engager à la légère et être nommé ou désigné et regretter de l'avoir fait. on On peut a une souvent formation avoir qui envie, on pourrait faire l'écoutera tout à l'heure 4 avec notre mois. témoignage d'ailleurs, on peut souvent avoir envie, quand soi-même on a été victime d'un accident médical, eh bien, de s'engager aussi et de représenter les autres après. Alors, c'est J'imagine une que c'est souvent le représentativité. cas. C'est important de dire qu'on a un agrément d'une association spécifique. Par contre, on a une représentation de collective dans l'ensemble un petit peu des problèmes qui sont ceux qui vont arriver dans un établissement. On a une identité, mais on s'enlève un peu sa casquette associative pour prendre un rôle et un regard beaucoup plus collectif et généraliste. Alors, quand vous recueillez donc les dossiers de ces patients plaignants, est-ce que vous estimez aujourd'hui que dans ces dossiers, vous disposez de suffisamment d'informations pour garantir les droits? Alors, déjà, donc d'une part, aujourd'hui, quelqu'un qui va écrire une réclamation, un usager va lui dire, vous écrivez au directeur en recommandé accusé de réception. Par contre, vous êtes très factuel sur ce qui s'est passé. C'est qui, quand, où, comment, combien, qu'est-ce que vous souhaitez et quelles sont vos attentes. Voilà. Et à partir de là, nous, on a rempli notre mission. Le directeur, dans le retour courrier qu'il fait que s'il estime qu'il n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir traiter la réclamation, va mettre, comme disait madame, une médiation administrative ou médicale. Et là, nous, on a travaillé avec les directions de façon à ce que le courrier prévoit que, s'ils souhaitent, c'est leur libre choix, qu'un représentant des usagers soit présent en médiation, il le précise au niveau de la médiation. Et là, nous intervenons et nous avons accès à l'intégralité du dossier. Voilà. Et ça nous permet, du regard qui est le nôtre, de voir quels sont les droits qui ont pu être éventuellement bafoués dans le traitement et le parcours de cette personne à l'hôpital. Nadine Joseph-Henri, on a reçu aussi la question de Jean-Michel Billot, qui est président du FC Que Choisir Pays de Saint-Omer. Il vous demande si la réclamation doit être exclusivement adressée à l'établissement hospitalier ou si finalement on ne peut pas l'envoyer aux représentants d'usagers. Les deux sont possibles. Nous, on a des représentants d'usagers qui réceptionnent directement des réclamations. Nous, ce qu'il faut absolument, c'est que ça remonte à un moment donné à la direction pour qu'on puisse analyser le problème aussi au niveau des services. Je rebondis juste par rapport aux médiations. Nous, systématiquement, on propose de plus en plus à la fois des représentants d'usagers, mais aussi des représentants d'associations, parce que notre commission, on a un deuxième volet de commission qu'on appelle élargie, dans lequel on n'étudie pas forcément on n'étudie pas les réclamations, mais on parle de politique qualité. Et on a intégré toutes les associations qui travaillent sur l'établissement, donc au moins une trentaine. Et en fonction en fait de la pathologie et de la situation, de ce qu'on peut déceler à travers l'écrit, lorsqu'on propose une médiation, on va proposer soit un représentant d'usager, soit aussi une association un peu plus spécifique, comme Alcool Anonyme pour les polyarthriques, France Alzheimer, des choses un peu plus spécifiques pour aussi retravailler avec l'association en termes de qualité sur la suite. D'accord. Mais donc, finalement, la réclamation, vous estimeriez que quel type de demande, de plainte, sans que ce soit une plainte justement au sens juridique, mais dans quel cas est-ce qu'on peut avoir recours à ces réclamations, puisque c'est très personnel finalement, c'est parfois de l'ordre du ressenti. Dans tous les cas, Après, nous, on prend tout, peut-être un peu trop de choses. On prend aussi bien des commentaires qui sont dans les questionnaires de satisfaction, où c'est des points de vue un petit peu négatifs, trop négatifs, on ne peut pas non plus tous les traiter par rapport aux effectifs que nous sommes, des réclamations par mail, des réclamations téléphoniques, des réclamations écrites. Nous, surtout la distinction qu'on fait, c'est entre ce que vous avez dit justement, entre réclamation et demande d'indemnisation. Dès qu'on parle d'indemnisation, nous, on bascule sur le volet qui sera vu tout à Juste l'heure. après. Voilà, où on le traite différemment. Pour nous, ça devient un contentieux et ce n'est plus la même chose. D'accord. Quand on a préparé ensemble cette émission, Madame Joseph-Henri, vous m'avez dit aussi que, bon, ça fait 15 ans que vous exercez, c'est ça? Vous m'avez dit que la forme des réclamations a changé ces dernières années.
On voit l'évolution sociétale, en fait. Autrefois, les gens prenaient le temps de réfléchir à la situation, d'écrire, de poser les choses par écrit, d'expliquer, d'exprimer aussi leur ressenti, parce que nous, c'est ce dont on a besoin le plus. Au-delà du factuel, on a aussi besoin de savoir comment est-ce qu'ils ont vécu les choses, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est comment basculer ce vécu. Et dorénavant, désormais, on a beaucoup plus de mails, hein, beaucoup plus succincts, en 3-4 lignes, ou d'appels téléphoniques. Le nombre de courriers écrits diminue largement. Et alors, donc, là, je m'adresse à tous les deux. Quand finalement, eh bien, on n'a pas réussi par des échanges de courriers ou d'échanges téléphoniques à trouver un accord et que le plaignant puisse sentir qu'à un moment donné, il a été entendu, donc vous les accompagnez ensuite en médiation. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors nous, au niveau de la commission des usagers, par rapport à ce que disait madame, à partir du moment où la situation nécessite qu'elle soit traitée ailleurs, Ouais. Mais il faut qu'on soit en entre les capacité de deux, pouvoir informer l'usager sur les voies de recours. ouais. C'est important. Je veux dire, tout dossier aujourd'hui qui est traité, il y a toujours une possibilité de recours. Encore faut-il que cette voie de recours, elle soit avec une information claire et précise. Donc, on le fait, bien sûr, avec les services, les relations d'usagers des établissements. Nous, ce que nous avons au niveau de France Asso Santé, c'est que nous avons un service santé info droit et une ligne d'écoute gratuite avec donc des écoutants, avocats, juristes, qui sont en mesure, sur le fait de ce recours, de pouvoir, si éventuellement c'est un recours vers la CCI que vous allez regarder tout à l'heure, la Commission de conciliation et d'indemnisation, de faire en sorte que tous les éléments soient réunis de façon à ce que ce dossier soit recevable. Et aujourd'hui, on estime que pour nous, sur ces dossiers-là, il faut des compétences d'écoute de façon à pouvoir permettre à ces dossiers de pouvoir leur dire c'est recevable ou ce n'est pas recevable. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'on peut, on peut avoir envie de passer en CCI et donc en commission de conciliation et d'indemnisation. Néanmoins, vous êtes là aussi pour dire à un moment donné, bon, vous devriez peut-être pas y aller. Et donc là, comment est-ce que vous faites à un moment donné? Il faut quand même que les gens réussissent à se mettre d'accord, trouver le compromis. C'est même du domaine de la réclamation. Une réclamation, je veux dire, quand je dis qu'il faut qu'elle soit factuelle, moi, je peux vous assurer que j'ai rencontré des familles qui, à un moment donné, avaient éventuellement des choses qu'elles voulaient pointer comme étant une réclamation. Bon, et quand je suis rentré un petit peu dans le détail du factuel, de qui, quand, où, comment, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez, on a éventuellement des usagers qui ne vont pas jusqu'au bout. Par contre, quand vous armez un petit peu l'argumentaire de la réclamation sur les droits qui n'ont pas été accordés, là, vous intégrez automatiquement un dossier qui a toute sa compétence et sa référence. Et c'est tout autant vrai pour la CCI. Voilà. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de plus en plus de réclamations, de dossiers à traiter, de gens, et alors là, en cette période de Covid, justement, est-ce que vous sentez que les choses changent, que les gens parlent aussi peut-être plus facilement et plus spontanément, plus rapidement? Alors, il y a un autre aspect qu'on peut aborder aussi, mais ça, c'est plutôt au niveau des professionnels. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est déclaré comme étant événements indésirables qui sont également déclarés au niveau des établissements, qui se rapprochent aussi éventuellement à ce que pourrait être une réclamation à certains moments. Donc là, ça a beaucoup avancé. Donc, alors, il y a, moi, je peux vous dire qu'au niveau du CHU, oui, il y a des réclamations. On considère et on a pu pointer, nous, que tout ce qui était de dimension relationnelle humaine renforcée dans un premier temps, était de nature à stabiliser, voire faire régresser les réclamations. Voilà. On a eu une augmentation de réclamations parce que la dimension relationnelle et humaine, eh bien, elle a été perturbée. Et dans la phase actuellement que l'on vit, on voit bien qu'aujourd'hui, avec un petit peu la dimension ressources humaines hôpitaux, oui, on pourra peut-être faire le constat qu'il y a peut-être quelques recrudescences de réclamations. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons passer dans un instant à une autre étape possible dans le parcours d'un patient plaignant, le droit à l'indemnisation. Nous entendrons notamment le témoignage d'Alain Briand, rentré à l'hôpital pour une petite intervention qui a finalement très mal tourné. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée à l'occasion de la Journée européenne des droits en santé. Et regardez cette courte vidéo à l'occasion donc de cette 11e édition. Le 18 avril est la date officielle de la Journée européenne de vos droits en santé,
né sous l'impulsion du mouvement de citoyens européens Active Citizenship Network. C'est l'occasion de faire découvrir au travers de manifestations locales, organisées par des représentants associatifs au sein d'établissements de santé, les droits en santé qui nous concernent tous, individuellement et collectivement. La journée européenne des droits en santé, pour moi, c'est le service aux autres. C'est un temps d'échange et d'apprentissage auprès des patients, des résidents dans les établissements. La journée européenne des droits en santé, pour moi, en quelques mots, c'est un temps fort citoyen, l'occasion de réaffirmer les droits des patients et des usagers de la santé, de les informer bien évidemment, mais aussi de mobiliser les professionnels de santé et les usagers autour de ces questions. Ce jour-là, je tiens un stand avec d'autres stands tenus par des professionnels. Je suis dans les établissements dont je suis représentant d'usagers, je tiens un stand, j'échange avec les patients, les résidents ou les professionnels. Les JEDS peuvent se traduire dans les établissements de santé et médico-sociaux par tous les canaux possibles. On peut être très imaginatif, ça peut être dématérialisé ou ça peut être de façon physique. Et l'idée, c'est de visibiliser des initiatives locales qui permettent de préserver les droits ou de les mettre en œuvre. L'aide apportée par France Asso Santé est un conseil transmis par toute l'équipe, et par des outils techniques type kakémono, flyers, affichettes. France Asso Santé non seulement nous soutient, mais nous est indispensable grâce à la communication, à l'assistance technique et à leur gentillesse. Mon plus beau souvenir de la journée européenne des droits en santé, un moment d'échange et d'humanité dans un établissement pour personnes en situation de handicap. Les résidents se sont appropriés la documentation de France Asso Santé et ont échangé sur leur quotidien avec les professionnels qui les entouraient. Mon plus beau souvenir est celui de la JEDS de 2019, où j'ai participé en tant que RU dans la tenue d'un stand d'information. Mon plus beau souvenir de la journée européenne des droits en santé, ça a été une réunion au sein de l'hôpital d'Aix-Chiappe avec tous les stands, toutes les associations participantes et le grand échange, la communication qu'il y a eu entre nous et le plaisir de découvrir tout le monde. Comme chaque année, pour une journée européenne des droits en santé réussie, à votre disposition, gratuitement et facilement, nos affiches, nos vidéos, nos outils. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont là pour vous. Mon vœu serait que cette vidéo donne envie aux établissements de santé et médico-sociaux de s'engager dans la journée européenne des droits en santé pendant tous les jours qui vont suivre pour mettre en lumière toutes les actions locales qu'ils mettent en place en direction des usagers et des patients. Lancez-vous, n'hésitez pas à nous contacter. Les bénévoles et les permanents de France Asso Santé seront là avec vous et pour une journée européenne des droits en santé réussie. La seconde partie de notre émission est dédiée au droit à l'indemnisation. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? À qui demander quoi et combien demander? Pour y répondre, Marie-Annick Lambert, bonjour. Vous êtes avocate honoraire et représentante des usagers en commission de conciliation et d'indemnisation en Île-de-France. Alors, on entendra beaucoup dans cette émission CCI. On a commencé à l'entendre déjà avant. André Prévost, bonjour. Vous êtes aussi représentant des usagers, vous, à Angoulême. Alors, avant de vous entendre, nous allons accueillir monsieur Alain Briand. Bonjour. Vous êtes en visio avec nous. Vous êtes depuis l'île d'Oléron. Vous nous entendez bien ? Oui, je vous reçois bien. Parfait. Alors, vous étiez marin-pêcheur jusqu'à ce mois de septembre 2015. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Alors, en 2015, le 3 septembre 2015, j'ai eu un peu mal au ventre et puis je suis allé voir un toubib aux urgences à Rochefort. Donc, il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est une petite occlusion, je vous opère demain matin et demain soir, vous serez chez vous. Ça n'a pas été le cas. Je me suis réveillé 7 jours plus tard et j'ai passé 57 jours en réanimation.
Avec votre pronostic vital engagé. engagé pendant 34 jours. D'accord. Alors, comment ça se passe une fois que on sort de l'hôpital, ou peut-être quand on y est encore? Qu'avez-vous fait? Avez-vous alerté quelqu'un? Avez-vous su déjà si finalement, bon, vous n'êtes pas médecin vous-même, donc peut-être que c'était un Moi, risque possible. sur ce qui m'est arrivé, donc sur ces 57 jours, j'ai été opéré 8 fois, dont une fois en sortant de bloc, ce qu'on appelle sous gaz carrément. Ils sont venus, ils m'ont repéré de suite en urgence dans ma chambre. Bah, de toute façon, pendant ce temps-là, vous subissez, vous ne comprenez pas, donc vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et vos c'est vrai proches, parce que votre épouse est là à ce moment-là, est-ce que, enfin, vous subissez, mais je crois que vous entendez un petit peu des gens dire autour de vous que visiblement il y a une erreur médicale. Quand vous êtes en réa, oui, vous dormez très peu. Moi, j'ai très peu dormi, à part le coma, ça c'est sûr, mais j'ai eu des brides quand il y a les staffs, on entend les toubibs dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. J'ai eu des toubibs qui ont dit encore une erreur. Et tout ça, ça s'accumule pendant votre hospitalisation. D'accord. Alors, quel a été votre parcours après? Comment est-ce que vous avez fait? Vers qui vous êtes-vous tourné? Alors, tout d'abord, moi, j'ai pas commencé parce que je connaissais pas l'existence des RU. Je vais être franc avec vous, je connaissais rien à ce moment-là. Les représentants Donc, j'ai d'usagers. appelé l'hôpital quasiment 1 an après, 6 mois après. Et j'ai appelé l'hôpital et j'ai dit, écoutez, moi, je veux comprendre. Simplement comprendre qu'est-ce qui s'est passé et où. Parce que j'ai tellement de vagues, de bruits qui sont apparus, mais des toubibs qui m'ont dit, mais attendez, il y a eu une erreur. Alors, c'est là qu'on rentre dans certains sujets qui fâchent. Et je me suis dirigé vers l'hôpital. Je les ai appelés, je leur ai dit, je voudrais bien rencontrer le chirurgien, les chirurgiens, parce qu'il y avait 2 chirurgiens en cause, on va dire. Je leur ai demandé une entrevue. Personne ne m'a informé qu'il y avait des RU à cette époque-là. Personne ne vous en informe, et puis surtout, on entend bien que c'est vous qui faites la démarche tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient à un moment donné vous dire, ah ben tiens, il y a différentes possibilités pour vous faire entendre. Quand on vous explique que vous allez vous réveiller demain soir, vous serez chez vous et que vous rentrez quasiment 2 mois après, ça pose quand même problème. Là, c'est le manque de... Ce qui m'a forcé, c'est le manque de transparence. On ne m'a pas dit, bah, écoutez, excusez-moi, j'ai fait une erreur, il s'est passé un bug. On m'a dit, oh, ça peut arriver. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai cherché par moi-même d'abord ce qui s'est passé réellement et comment vous expliquer, on n'arrivait pas à cerner le problème. Et donc, quand j'ai eu vous êtes tourné vers qui donc à ce moment-là? La responsable de qualité de l'hôpital, une dame qui était très sympa. Je lui ai demandé mon dossier médical. Ça a été un peu plus long que prévu, parce que normalement, j'ai appris après qu'ils avaient que 2 mois pour mettre en place, vous le donnez. Moi, ça a mis un peu plus, parce qu'il manquait certaines pièces, où il y avait des pièces qu'on fallait les demander. On vous explique après. J'ai appris tout par moi-même. Après, j'ai fait la rencontre des représentants des usagers de cet hôpital. D'accord. Et finalement, donc, quel a été votre recours? Vous avez choisi quel recours pour obtenir justice? Alors au départ, c'était amiable. Je vais être franc avec vous, ça a été amiable. Et quand j'ai eu cette confrontation, j'appelle ça confrontation carrément, pas amiable, parce que je me suis senti abaissé. Vous êtes vivant, c'est bien. Vous ne devriez pas vous plaindre presque. Devant ces 2 chirurgiens, j'étais avec ma compagne, on l'a très mal vécu. Je peux vous dire qu'on a passé presque 2h30 avec eux et on l'a très mal vécu. C'est à ce moment-là que j'ai dit non, il y a quelque chose d'autre, il faut que j'approfondisse le sujet. Et donc c'est là que je me suis dirigé vers le représentant des usagers. On a mis en place par la CCI, justement, on a demandé la première fois une CCI qui a été... On ne pouvait pas, parce que je n'étais pas consolidé la première fois, au bout de 2 ans quand même, à titre informatif. J'ai été consolidé au bout de 4 ans. Et ça a été un chemin de croix. D'accord. Et finalement, en CCI, comment ça se passe? Je pense qu'il y a encore une table ronde à mettre et non une table... Bon, j'ai eu un malaise quand je suis allé en CCI en tant que victime et je me suis senti en tant que coupable.
coupable de demander. C'est le reproche que je ferais. Je pense qu'une table ronde serait plus importante et plus, comment vous expliquer, Plus équitable. En tout cas, vous humaine. vous êtes senti, vous, en effet, peut-être dans la position de l'accusé face à des Voilà, professionnels. accusé Alors, de demander quelque chose. d'accord. Finalement, vous avez, juste pour aller quand même jusqu'au bout de cette histoire, vous avez obtenu gain de Gain de cause. cause, oui. Voilà. J'ai eu gain de cause au bout de 5 ans. J'ai été indemnisé, mais j'ai pas cherché plus loin parce que je voulais passer à autre chose. Faut essayer, la vie continue, on va dire. Et puis, on va le dire aussi, c'est qu'entre-temps, vous avez quand même dû changer de métier. J'ai changé de métier, il a fallu que je me réadapte. Je peux plus faire mon métier. J'ai perdu, je ne dirais pas tout ce que j'ai perdu. L'indemnisation ne paiera jamais ce que j'ai perdu. D'accord. Mais j'ai pu passer à autre chose. Alors, je vais vous demander tout de suite, vous qui êtes en plateau, Madame Lambert, quelle est votre réaction à ce témoignage? On va peut-être s'interroger avant de rentrer dans l'explication de comment ça fonctionne une CCI. En tout cas, ce témoignage est parlant. J'imagine que vous en avez entendu d'autres. Oui, ce témoignage, il est extrêmement parlant. D'abord parce que ce monsieur a expliqué que sa première démarche, au bout d'1 an, c'était qu'il voulait comprendre ce qui s'était passé. Et ça, on s'aperçoit que c'est souvent la première étape, comprendre. Le deuxième élément que je retiendrai, c'est qu'il a quand même expliqué qu'il a eu certaines difficultés à obtenir son dossier médical, ce qui est aussi extrêmement fréquent, car si vous voulez aller plus loin, vous êtes obligé d'avoir votre dossier médical et ça prend du temps, parfois beaucoup d'énergie, et parfois c'est une résistance forcenée des établissements. Le troisième élément qui me paraît le plus intéressant, c'est quelque part, c'est la réaction totalement fermée et hostile des 2 chirurgiens responsables qui l'a amené à l'indemnisation, qui l'a amené à la réclamation. Il n'avait pas connaissance de ses droits. C'était typiquement un exemple de méconnaissance du droit, et c'est grâce aux représentants des usagers à qui finalement il s'est adressé qu'il a eu connaissance de son droit à l'indemnisation et de son accès à la CCI. Donc ça, je trouve que c'est exemplaire comme témoignage. Le dernier élément que j'ai noté, c'est la réflexion qu'on entend souvent, c'est l'appréhension que les victimes ont quand ils rentrent dans la séance de CCI, parce que très souvent les CCI sont composées ou en U, mais ce n'est pas une table ronde, et ils se retrouvent, parce qu'ils ne sont pas prévenus la plupart du temps, face à une dizaine de personnes qui normalement sont identifiés, car on a des cavaliers qui expliquent qui est président, qui est représentant des professions médicales, des établissements, des assureurs et des usagers. Mais si vous n'êtes pas... C'est toujours ce même groupe-là. Hein, c'est toujours la même composition. La mais si vous n'êtes pas prévenu, vous êtes effectivement impressionné parce que vous vous sentez seul face à une dizaine de personnes. Et je peux comprendre que ça puisse créer une appréhension. Monsieur Prévost, on va quand même poser la... Allez-y. Je voulais poser une question à ce monsieur. Quand il a été à la CCI, est-ce qu'il est accompagné d'un avocat? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, il est accompagné. Est-ce que... alors, il y a peut-être le lieu qui est impressionnant, ces gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais il y a aussi des médecins qui sont ensemble. On est un peu obligé de se poser la question de la confraternité. Est-ce que les médecins ne doivent pas se dénigrer les uns les autres? Est-ce que là, tout le monde joue toujours bien le jeu? Il n'y a aucun souci en ce domaine. Dans la commission, tout le monde joue le jeu. Il n'y a pas de confraternité en ce domaine. Chaque médecin qui est dans la composition de la commission est à son rôle. Donc, il y a 2 médecins qui sont dans les personnes qualifiées, qui sont spécialisés dans les accidents médicaux, qui jouent absolument leur rôle dans la commission. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun parti prenant dans ce domaine. Vous êtes là en tant que personne. On pourrait aussi poser la question si les représentants des usagers ont une défense systématique de la personne qui se présente en demanderesse. Il y a des dossiers dans lesquels il y a des rejets. Nous ne sommes pas là pour une défense que je qualifierais d'absurde de celui qui est en face ou de celui qui est accusé, entre guillemets. Il n'est pas accusé parce que c'est une commission amiable. Ouais. Mais les professionnels qui soient assureurs, les assureurs sont là parce que c'est eux qui peuvent être payeurs. Mais ils ne réagissent pas et ils ne sont pas censés avoir un discours d'assureur.
On est tous là autour de la table, on a des étiquettes parce que c'est une composition pluripartite, mais notre parole, c'est une parole sensée et qui n'est pas partisane. Monsieur Briand, est-ce qu'on peut dévoiler le montant des indemnités que vous avez perçues ou vous ne le souhaitez pas? 60 000, je vais être franc avec vous, 60 000 pour ce que j'ai eu à changer de métier, perdu 5 ans de ma vie, ne plus pouvoir faire de sport comme je voulais. Et c'est les assurances qui ont gagné, hein, c'est pas moi, hein, c'est ma caisse qui a été indemnisée à hauteur de 120 000, je crois. Et moi, j'ai pris 60 000 parce que je passe à autre chose, c'est tout. La différence, c'est que à un moment, on va passer à autre chose. Il faut se reconstruire. Quel est l'intérêt de passer en CCI plutôt que de déclencher une procédure judiciaire? Alors, les deux peuvent se faire. Hein. On peut faire l'un après l'autre, les deux en même temps? Non. Mais le premier intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'avocat devant les CCI. Et c'est gratuit. C'est la première chose. Et surtout, c'est gratuit pour une bonne raison, que si vous allez devant un tribunal, il y a toujours, dans ces affaires d'accidents médicaux et d'évaluation des préjudices, une phase qui est essentielle, qui est l'expertise. Il y a une expertise médicale. L'expertise médicale, elle est payante et elle est aux frais du demandeur si vous allez en justice, que ce soit au tribunal administratif ou au tribunal judiciaire. Un des apports essentiels dans une CCI, c'est que l'expertise est gratuite. Et mon collègue vous disait que sur Angoulême, la CCI, les parties étaient très souvent et la plupart du temps assistées d'avocats. En Ile-de-France, on a moins d'un tiers des parties qui sont assistées, qui sont seules. On a moins d'un tiers des parties qui sont assistées d'un avocat ou d'un médecin de recours. Et vous avez beaucoup de dossiers, d'ailleurs, vous en oui, avez amené. Je vous ai apporté, pour qu'on visualise voilà. un petit peu. Hein. Ça, c'est une journée, c'est les dossiers de la séance du 12 mai prochain. Donc, ça, c'est une séance, oui. 17 dossiers. Oui, mais parce qu'en Ile-de-France, on a une population qui est évidemment énorme. Il y a une seule CCI pour toute la région. Donc, on a effectivement une charge d'audience et de dossiers qui est plus forte que dans certaines régions. Alors, il y a évidemment un barème, une grille pour aller en CCI. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut justement obtenir un recours et passer en CCI? Le seuil d'accès? Le seuil d'accès, oui. Non. Si, allez-y. Monsieur Prévost n'a pas très envie de répondre à cette question. C'est 24. Le dispositif amiable qui a été créé effectivement par les CCI, c'est un dispositif gratuit. Ouais. Mais, en revanche, il a des seuils d'accès. Alors, il a des seuils d'accès un peu techniques. En gros, il en a 4, mais qui déterminent... mais donnez-les-nous, parce que c'est vrai qu'ils sont très parlants. Hein. Ils sont très parlants. C'est 25% de DFP pour les gens. C'est par exemple la perte d'un œil. La perte d'un œil, c'est pas révisé. C'est au-dessus de 24%. D'accord. C'est au-dessus de 24%. Et un œil, ça vaut 25%. Voilà, à titre d'exemple, un œil, ça vaut 25%. Donc, ça vous donne une idée de la gravité des dommages qui peuvent aller en CCI. 25%, c'est beaucoup. Enfin, au-dessus de 24%. Un œil, c'est beaucoup. Pour un œil, mais c'était l'exemple le plus c'est simple. très parlant. Vous avez 6 mois d'arrêt de travail, consécutifs ou non consécutifs sur une période d'1 an. Mais ça vous dit, ça n'est applicable qu'aux gens qui sont salariés. Donc ça exclut aussi un certain nombre de personnes, car on voit bien qu'on a bien constaté au fil du temps qu'entre autres les professions indépendantes reprenaient le travail plus tôt parce qu'elles n'avaient pas de revenus de substitution. Et donc on a créé un déficit temporaire qui est la même chose que la période de l'ITT, c'est-à-dire qu'il doit être de 50% pendant 6 mois sur une période d'1 an. Et puis, vous avez un 4e critère qui est plus extensible et plus exceptionnel, qui sont les troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence et qu'on a créé pour les personnes qui étaient victimes et qui n'étaient pas salariées, qui étaient des enfants ou qui étaient des retraités. Donc, ça laisse la possibilité de faire accéder en CCI des personnes qui ne sont ni salariées ou des retraités. Et puis, il y a, dans le cas de votre témoignage, il y a aussi l'inaptitude professionnelle. L'inaptitude professionnelle est un des moyens de rentrer dans les CCI. Et alors, est-ce qu'on a le droit... Il y a des délais de prescription aussi. Ah, d'accord. Oui, c'est ce que je vais vous demander.
Ah oui, non, parce que est-ce qu'on a le droit, finalement, on n'est pas forcément conscient, dès qu'on a été victime d'une erreur médicale, de toutes les conséquences qu'il va y avoir après. Et on ne le sait pas d'ailleurs. Ouais. On peut avoir une petite idée, mais on ne sait pas forcément. Est-ce qu'on a le droit de revenir après? On peut. Ou En quand c'est aggravation. fait, Non. quand c'est fait, c'est signé, c'est signé. Non, sauf si vous avez une aggravation. Si c'est signé, si vous allez jusqu'au bout de la procédure, qui a un avis qui vous indemnise, comme vous l'a dit ce monsieur qui a eu finalement 60 000 €, si jamais son état s'aggravait, médicalement constaté, il pourrait revenir devant la CCI pour obtenir plus. Il aurait gagné plus au tribunal? On ne sait pas. Difficile de savoir. Ouais, difficile de savoir. Ouais. C'est très difficile de savoir. Ouais. Si on peut faire une constatation sur les préjudices lourds, on a souvent une indemnisation un peu supérieure devant les tribunaux judiciaires en tout cas, mais c'est plus lent parce que quand vous avez une assurance en face, elle va en procédure d'appel, elle va parfois en cassation, donc vous gagnez du temps devant les CCI et vous gagnez quelque part les frais de procédure puisque vous pouvez y avoir accès sans assistance. Donc c'est un peu plus rapide, c'est aussi, malgré l'impression d'être jugé quand vous arrivez à la séance, c'est aussi quand même beaucoup moins intimidant que d'avoir... Vous savez, les gens qui ont été victimes d'un accident médical, ils se sont heurtés à l'institution médicale, donc ils se méfient aussi d'une institution judiciaire. Bien sûr. C'est aussi l'avantage de la CCI. On comprend. Comment est-ce que vous accompagnez, Monsieur Prévost, en tant que représentant d'usagers, ces patients plaignants dans cette démarche de la commission? On l'a entendu, c'est impressionnant, c'est douloureux. Alors, comment on l'accompagne? Eh bien, on leur fait un apport quand même psychologique, une aide de suivi là-dessus. Alors, Patrick Charpentier a bien expliqué d'ailleurs tout à l'heure le processus du départ de la réclamation à arriver chez nous. Bon, chez nous, de toute façon, une fois que la CCI est enclenchée, on attend tout simplement les rapports d'expertise qui doivent être faits en principe dans les 6 mois. Et on reçoit, quand les rapports d'expertise sont établis, chaque partie, la victime, nous, et puis la personne mise en cause reçoit les rapports. Et après, donc, ça passe chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure. Et là, après, on statue sur... Bon, le rapport d'expertise est quand même à 70% dans le cas de nos décisions. Hein. C'est-à-dire que vous le respectez à 70%, on le respecte à peu près à 70%. Vous le suivez, oui. On le suit. Voilà, vous le suivez. Et ça arrive des fois qu'on soit contre le rapport d'expertise. À ce moment, on demande une deuxième expertise. On va demander à Monsieur Briand, il a un petit, je pense qu'il a un petit avis sur les experts. Il a eu une expérience un peu compliquée. Oui, j'ai un petit peu de mal avec les experts. J'ai eu 4 experts pour finir. Donc, le premier expert, comme c'était en amiable, c'était l'expert de l'assurance. Déjà, ça a été pas un clash, mais fallait pas. J'ai été. Vous venez pourquoi, quoi. Il m'a ausculté sur l'ensemble. Il a pas nié le fait. Il pouvait pas, de toute façon. Il pouvait pas nier moi, c'est une erreur. Hein, je précise bien, c'est pas un accident, c'est une erreur. C'est bien marqué dans le rapport. Et je pense qu'on en avait parlé déjà avec une personne. C'est une erreur. Et il pouvait pas nier ce fait. Mais par contre, il a essayé de minimiser. Et il s'est mis au-dessus de nous. La victime, il n'y a eu aucune compassion. Ouais, c'est-à-dire qu'il a eu une attitude hautaine vis-à-vis de vous. Il vous a pas entendu, pas d'empathie. Il n'y a pas eu d'empathie pour moi, non. Le fait que je suis un homme, la mère, je suis, on va dire, viril, parce que j'ai du poil, façon de parler. Vous, je vais pas... Il faut garder de l'humour, mais c'est un peu ça, ils vous l'ont pas enlevé. Amusant, mais vous inquiétez pas, le Prentium... l'esthétique, ça ne comptera pas pour vous, vous êtes poilu, quoi. Donc, vous regardez le client, vous vous dites, c'est quoi? Et alors, est-ce qu'on a merci beaucoup, Monsieur Briand. Est-ce qu'on a le droit, donc on peut avoir X contre-expertise, si justement on a un expert qu'on trouve pas très sympa, pas très à l'écoute L'expert est désigné... Non, c'est pas possible. L'expert est désigné par le président de la commission de la CCI. Hein. Ouais. Donc, il y a un groupe d'experts qui sont prévus, et à chaque fois qu'un dossier arrive en CCI, donc c'est le président qui désigne un expert. Et l'expert, donc, il y a convocation de la personne, de la victime, en expertise,
qui peut se faire accompagner par personne de son choix, l'avocat ou un représentant d'usager ou quelqu'un d'autre, des membres de sa famille. D'accord. C'est pas, enfin, comme ça vient d'être dit, c'est quand les dossiers arrivent en CCI, c'est le président ou les juristes, assistés des 2 juristes, qui désignent un expert. Donc l'expert, il est choisi par le président de la CCI. Il n'est pas choisi ni par l'assurance, parce que l'expérience dont il vient de faire état, c'était l'assureur, l'expert de l'assureur. Donc il n'est pas du tout impartial. Bien sûr. C'est toujours extrêmement délicat. Mais chez les experts désignés dans les CCI, on a les mêmes témoignages. C'est-à-dire qu'il y a parfois des expertises. La première phase, quand vous êtes tout seul, c'est quand vous arrivez à l'expertise, que vous avez en face 4 avocats, parce que si vous êtes dans un hôpital, on vous oblige à mettre en cause tous les gens qui sont intervenus dans le système de soins, pas seulement le chirurgien, entre guillemets, dont vous pensez qu'il a fait une faute. Vous avez l'anesthésiste, vous avez absolument toute la chaîne qui doit être mise en cause pour que justement l'expertise soit opposable à tous les praticiens susceptibles d'être mis en cause. Donc vous vous trouvez à une expertise tout seul, parce que parfois vous n'êtes pas accompagné, face à un aréopage de médecins et d'avocats qui se connaissent tous, qui ne se rendent pas compte de l'impression qu'ils donnent, même s'ils ne sont pas de mauvaise foi, ou s'ils ne sont pas hautains, ou ils ne sont pas hostiles. On est tétanisé, on a l'impression d'être exclu du système. Donc l'expertise est la première épreuve. Ouais. Sans Mais d'où oublier, l'intérêt d'être... sans oublier que la victime se retrouve face au médecin qui le met en cause. Bien sûr. Donc, il y a ça aussi. D'où l'intérêt d'être assisté, d'être accompagné dans ces démarches. De toute façon, ça les rassure. Même si la personne... moi, ça m'arrive d'accompagner des patients en expertise. Même si on ne parle pas beaucoup, le simple fait d'être là avec eux, ça les rassure, déjà. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Merci, Monsieur Briand, dont on signale qu'il est aujourd'hui, il fait des films, de la vidéo par drone. Donc, bon vent du côté de l'île d'Oléron. Merci à tous de nous avoir suivis. Une émission à revoir qui est à votre disposition sur sudouest.fr.